Mes amis, bien le bonjour. Quand on regarde une ancienne image de Madame Angelina Rodriguez avec son uniforme de l'US Air Force et son sourire, on a du mal à imaginer le monstre qu'elle allait devenir. En tout cas, assez rapidement, elle va quitter l'armée, sa vie professionnelle va se ponctuer de petit métier en petit métier, et sa vie sentimentale va se transformer en catastrophe ferroviaire. Elle va enchaîner les maris. Vers l'an 2000, elle a déjà 3 mariages et 3 divorces. Généralement, ces mariages ne finissaient pas l'année. Sur ce, nous sommes en février 2000, et elle va rencontrer monsieur José Rodriguez. Il est enseignant de son état, il s'occupe d'enfants handicapés, il est divorcé, il a eu une époque difficile, entendez, une relation conflictuelle avec les spiritueux, mais il est clean à cette époque-là, au moment où il le rencontre, il a déjà recouvré ses esprits et sa santé, et il va se marier avec elle. Très rapidement, il n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix. Il s'est rencontré en février, il se marie en avril. Vous imaginez qu'il s'est plutôt marié d'abord, il a commencé à réfléchir après. Il commençait à douter du bien fondé de sa décision. Sur ce, va arriver un courtier en assurance que Madame Angelina Rodriguez avait commandé. Celui-là arrive avec ses contrats et voilà ce qu'il propose. Il propose que chacun signe un contrat d'assurance vie au profit de l'autre. Et in fine, c'est seulement le mari qui va signer le contrat parce qu'on n'avait pas besoin d'une assurance vie pour madame. À partir de ce moment-là, la santé de José Rodriguez va commencer à péricliter. Au bout de quelques semaines, il est avec elle à l'hôpital, aux urgences, et elle va expliquer, non sans une certaine délicatesse, qu'il n'arrive pas à garder les aliments. Les médecins vont le garder, ils le gardent pour la nuit, puis pour la journée, vont l'observer, et puis, sous leurs observations, sans traitement nécessairement, ils vont constater qu'il s'améliore. Ses paramètres vitaux vont dans le bon sens, et ils décident donc de le laisser partir aux bons soins de son épouse. Dès qu'ils arrivent à la maison, elle va le caler avec des oreillers, et elle lui dira « Tu prendras bien un peu plus de soupe ». Elle va à la cuisine, elle a de la soupe qu'elle a préparée, elle verse dans un bol et rajoute par-dessus une cuillère d'un liquide très particulier qu'elle s'était procuré dans une station d'essence. Il s'agit tout simplement d'antigel, un produit hautement toxique. En réalité, Madame Rodriguez avait commencé avec les plantes. Elle cueillait des plantes quand on lui indiquait qu'une plante était toxique. Elle allait la cueillir dans la nature ou l'acheter sur les marchés. Et puis, elle lui mettait dans la nourriture. Et c'est pour cela qu'il tombait régulièrement malade. Mais, contrairement à ses attentes et à ses espérances, il n'était pas mort. Donc, elle a décidé de se résoudre à utiliser de l'antigel. Mais en réalité, si on regarde bien, les plantes peuvent être toxiques, mais ce n'est pas facile d'extraire le principe actif. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, selon le produit qu'on cherche à extraire, soit macéré dans des produits huileux, soit macéré dans un mélange peut-être d'éther, de formaldéhyde et d'éthanol. Et puis par la suite, distiller tout ça, pas distiller à chaud, parce que la chaleur détruit ces principes actifs extrêmement fragiles. Il aurait fallu les distiller à froid, ça veut dire en utilisant une verrerie très spéciale avec une pompe qui va extraire l'air et créer un vide. La distillation sous vide se fait à température très faible, voire même température ambiante, et à ce moment-là, on peut extraire le principe actif sans le détruire. C'est un truc d'initié, de VIP. C'est pour ça qu'anciennement, les empoisonnements se faisaient par l'intermédiaire de spécialistes. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui tenaient des officines et on allait chez eux acheter le poison. Les citadins, en général, n'ont jamais pu, comme ça, d'eux-mêmes préparer un poison. Il faut passer par un spécialiste. En tout cas, ayant fait ce cheminement, elle a dû se résoudre à utiliser de l'antigel. Septembre 2000, nous sommes seulement quelques mois après le mariage. Le mari va collapser dans le coma, elle appelle une ambulance, il arrive à l'hôpital, et sur ce, il va décéder. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel du bureau du coroner, le médecin légiste, où on lui demande de passer prendre le certificat ou l'extrait de décès.
Elle se rend au bureau, il y a la secrétaire qui est là, lui donne le document dans une enveloppe. En réalité, le médecin légiste n'avait pas le temps de voir, il a juste très rapidement regardé le dossier médical. Pour lui, comme il était débordé, manque de moyens, manque de personnel, il n'y avait rien de suspect dans cette mort. Donc il décida de signer un certificat médical, puis c'est tout. Avec ce certificat, elle va tout de suite chez les assureurs. Elle va chez l'assureur et elle demande et elle exige 250 000 $ correspondant à la police qui avait été signée. On l'accueille, le courtier va ouvrir son ordinateur, commence à tapoter, va créer un dossier de remboursement, le chèque est presque prêt, et là soudainement il y a un blocage. Quelque chose ne marche pas. Il s'excuse, sourire commercial, il appelle son supérieur, ce dernier arrive, commence un petit peu à regarder, et soudainement, il regarde le certificat et s'exclame « Ah mais voilà le problème, madame, voilà, regardez ! Ici, dans la case « cause de décès », le légiste a mis « cause inconnue non établie ». Voilà, des fois, ils nous font cela, ils ne veulent pas faire leur travail et ils nous envoient des certificats que malheureusement on ne peut pas accepter. Parce qu'au niveau de l'assurance, il nous faut une cause. Peu importe, mais il nous faut une cause là-dedans, dans cette case. Sur ce, elle est poliment congédiée. Elle se retrouve à la maison et elle est face à un choix extrêmement difficile parce que, d'un côté, le fait qu'elle a ce certificat entre les mains, elle peut aller retirer le corps de son mari, le faire incinérer, il ne restera plus aucune trace de son crime, elle vient de commettre le crime, parfait. D'un autre côté, qu'on soit dans une entreprise honnête, qu'on fasse dans l'honnête ou qu'on fasse dans le malhonnête, un manque à gagner de 250 000 $, c'est quand même difficile à accepter. Le lendemain, elle décide d'aller se plaindre au niveau du médecin légiste. Elle va voir la secrétaire, voilà, celle-ci l'accueille, regarde, comprend, compatit, et lui dit « je vais lui en parler ». Elle rentre chez elle, la secrétaire va voir le coroner, celui-ci regarde, et bien sûr, comme tous les médecins du monde, quelle que soit leur spécialité, ils n'aiment pas que les civils cherchent à leur dicter leur manière de travailler. Hein, il va dire, elle nous embête encore celle-là, qu'est-ce qu'elle veut? Je n'ai pas le temps. Elle a regardé trop de films, on ne va pas systématiquement faire des autopsies détaillées pour que madame puisse toucher son argent. C'est tout, je ne change pas mon avis. Elle prend ce certificat et elle n'a qu'à venir chercher le corps de son mari parce que ce n'est pas un hôtel ici. La secrétaire va donc renvoyer ce document à la veuve et puis elle lui téléphone pour expliquer la situation, pour lui dire « nous sommes désolés, mais voilà ». Vous imaginez, Madame Rodriguez n'est pas contente du tout, parce que ça sert à quoi de commettre des crimes si les autorités ne font pas leur travail de l'autre côté. Elle est très embêtée. À ce moment-là, la secrétaire va lui dire, écoutez, parce que vous savez, en général, nous ne faisons pas des autopsies systématiquement, nous les faisons uniquement quand nous pensons que la mort est suspecte. Comme la mort dans ce cas-là n'est pas suspecte du tout, eh bien on ne fait pas d'autopsie. Voilà la raison. À ce moment-là, Madame Rodriguez sent un petit peu comme si on lui tendait une perche. Alors, elle va dire à la secrétaire, écoutez, je commence un veuvage, ma situation est difficile, mais vous m'êtes sympathique, je vous dis tout. Voilà, ce tantôt, j'ai reçu un appel téléphonique, un correspondant mystérieux à l'accent malveillant, et il m'a dit que mon mari a été empoisonné avec de l'antigel. Est-ce que vous ne voulez pas demander au coroner de jeter un coup d'œil, de tester pour de l'antigel? Peut-être que ce correspondant a raison. La secrétaire accroche, et là maintenant, il y a une suspicion qui est établie sur cette mort, qui avait été considérée jusque-là comme purement naturelle. Le coroner va regarder ce corps avec un œil nouveau. Il va faire une autopsie, il va prélever des liquides, il va prélever des humeurs, et il va les envoyer au laboratoire. Le lendemain, on va l'appeler, on va lui dire « Hé, mon vieux, tu nous as envoyé des liquides d'un corps ou bien est-ce que ça vient d'une bagnole? Parce que là, la concentration d'antigel, elle est énorme. C'est pas possible. T'as pris ça où ?» Immédiatement, le coroner va informer la police. Une enquête va commencer, on va débarquer chez Madame Rodriguez. Elle dit oui, voilà, j'ai été informé par ce mystérieux correspondant, tout ça. Le problème, c'est que la compagnie de téléphone n'enregistre aucun appel rentrant sur cette ligne. Donc le mystérieux correspondant n'existe pas, c'est elle.
C'est elle le mystérieux correspondant. Et comme par hasard, elle savait exactement le produit qu'avait tué son mari. Et en plus, la perquisition va révéler les traces de ce produit, les restes dans des bouteilles. Elle va révéler aussi les restes des plantes. Elle va révéler les traces de toute la campagne d'empoisonnement qui avait duré des mois et des mois, jusqu'à avoir raison de la santé et puis, de manière ultime, de la vie de ce monsieur. Elle est aux arrêts. Il l'arrête. Et là, ils vont découvrir une histoire particulièrement sordide qui dépasse encore, si la chose est possible, ce crime dont nous parlons. En fait, ils ont trouvé un dossier qui va les mettre sur la piste. C'est un dossier d'analyse, d'expertise d'une tétine pour enfants. Ça, c'est une tétine pour enfants. Un dossier d'un expert qui en parle. Et ils vont creuser. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir dans le passé de cette femme? 1993, nous sommes 7 ans avant l'assassinat de monsieur José Rodriguez. Elle était avec un autre homme, monsieur Fuller, et elle avait une fille de 13 mois. Et à un moment donné, en 93, les autorités américaines avaient émis un avis urgent à tous les commerçants publics. Des tétines étaient fabriquées en Allemagne, fabriquées par de marque Nuke, fabriquées par Gerber en Allemagne, ou Gerber. Ces tétines-là, plusieurs cas ont été reportés, 26 cas aux États-Unis, où elles se sont séparées en morceaux. Ça signifie qu'elles se sont séparées de leurs pièces. Elles n'ont blessé personne, elles n'ont fait de mal à personne, sauf que une tétine qui se sépare en pièces, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Celle-ci, j'utilise toute ma force d'adulte, d'accord? J'utilise toute ma force, je suis au maximum de ma force, il est impossible de les casser. Ça fait partie du cahier de charge, parce que si elles partent en morceaux, c'est extrêmement dangereux. Or, ces tétines-là partaient en morceaux. Madame Fuller, elle s'appelait Madame Fuller à l'époque, elle va faire quoi? Elle va aller faire tous les magasins très rapidement pour chercher ces tétines-là. Alors la majorité les avait déjà enlevées de l'étalage, mais si on cherche bien, on va toujours trouver une épicerie, on va toujours trouver un drugstore perdu dans un coin qui n'a pas encore lu l'avis ou qui l'a reçu, mais qui n'a pas encore suivi d'action. Et à ce moment-là, elle va trouver une pharmacie. Il leur reste un seul exemplaire de cette tétine-là. Elle va avoir l'avis en main, elle confirme avec le vendeur, est-ce que vous êtes sûr, c'est le même numéro de série, lisez avec moi s'il vous plaît, c'est sûr, c'est ce modèle-là. C'est très important pour elle de confirmer qu'elle a la bonne tétine entre les mains. Elle va l'acheter, partir avec. Quelques jours plus tard, son mari est en voyage. Il est tard la nuit. Un appel va retentir au 911 aux États-Unis. Elle va appeler une ambulance et elle va dire que sa fille de 13 mois, elle ne respire pas, elle a étouffé. Une ambulance débarque, suivie par le shérif local. Et en fait, il y a un truc étonnant, c'est que les ambulanciers, d'habitude, dans des cas similaires, quand ils arrivent sur site, ils trouvent déjà les parents avec l'enfant sous le bras. Les parents, généralement, courent vers l'ambulance, l'enfant entre les mains. Là, ils trouvent Angelina dehors, elle est debout, là, elle les attend calmement. Et puis, ils disent, il est où l'enfant? Oui, il est à l'intérieur, venez, suivez-moi, je vous montre où c'est. Je vous montre, il est dans sa chambre. Ils arrivent dans la chambre, l'enfant est évacué vers l'hôpital, mais il n'y a pas grand-chose à faire. En réalité, cette partie en caoutchouc, cette partie-là, s'était détachée et elle a étouffé l'enfant. L'enfant est décédé. Durant le trajet de l'ambulance, le shérif monte avec la maman dans l'ambulance. Il avait ramassé les restes des pièces à travers la chambre. On se demande comment elles étaient à travers la chambre. En tout cas, il les avait ramassées. Et elle va lui dire, donnez-moi ces pièces-là. Elle va les prendre précieusement, les mettre dans sa poche. Et elle lui dit déjà dans l'ambulance, je vais leur faire payer. Je vais les attaquer en justice et ils vont payer très cher pour ce qui vient d'arriver. Et effectivement, elle leur fera payer. On découvre deux choses. À l'époque, elle avait 50 000 $ déjà d'assurance vie qu'elle avait contracté sur la tête de la petite. Donc elle avait déjà une habitude de contracter des assurances vie sur ses proches, et puis ses proches meurent et elle encaisse. Voilà, déjà le premier point. Deuxièmement, elle a attaqué le fabricant de la tétine en justice, avec les pièces de la tétine dans une main, l'ordre, qui est en fait un aveu que cette tétine est dangereuse, ça signifie un ordre à tous les commerçants de retirer ce produit des étalages, un ordre même qui vient des autorités en réalité. Et voilà,
Ils ont été obligés de payer. Ils n'avaient pas le choix. Ils ne voulaient pas reconnaître que... Ils n'ont pas compris. Parce que même les pièces qui partaient, c'était pas exactement comme ce qu'elle avait entre les mains. Sauf qu'ils avaient leur aveu, là, écrit. À ce moment-là, ils ont payé 710 000 dollars. Donc elle a obtenu 760 000 dollars en tout en 1993. Son mari était trop dégoûté. Il l'a vu littéralement s'enrichir. Et il n'a pas compris. Il avait ses suspicions en fait. Mais il ne pouvait pas les matérialiser. Il n'avait aucune preuve. Il l'a quitté. Il est parti. Elle a perdu son mari. Elle a perdu sa fille. Mais tout de suite, elle avait une nouvelle maison, une nouvelle voiture et même énormément de paires de chaussures. Sauf qu'on arrive en 2000 et là, les fonds manquent. Donc elle veut se lancer dans un autre coup. Un autre coup, c'est un autre mari. Alors bon, faire un enfant, attendre qu'il naisse, qu'il grandisse, tout ça, c'était un peu difficile. C'était plus rapide de régler le compte au mari. Et c'est pour ça qu'elle a commencé à l'empoisonner avec des plantes et puis avec des produits chimiques de type industriel. Alors ce qui va se passer, c'est que elle est incarcérée. En 2003, elle passe devant les assises en Californie. C'est une femme glaciale, froide, qui est là, n'a aucun remords. De toute façon, elle dit, je ne vais pas avoir de remords, je n'ai rien fait, moi. Les jurys vont la trouver coupable. Les preuves contre elle sont accablantes. Malgré ses dénégations, elle a été condamnée. Ils la trouvent coupable. Un peu plus tard, ils se réunissent pour voir est-ce qu'il y a des éléments aggravants. Et il y en a. À minima, il y en a 2. Tuer pour de l'argent est toujours un facteur aggravant en Californie. Empoisonner la nourriture des gens, la nourriture humaine, est toujours un facteur aggravant. Donc ça va passer comme une lettre à la poste. 3e étape. Est-ce qu'elle mérite la peine de mort? Les jurys, 12 personnes, vont dire à l'unanimité oui, elle mérite la peine de mort. Elle a été condamnée à la peine de mort en 2003. Elle est toujours dans un pénitencier pour femmes en Californie. Il y a un moratoire sur les exécutions, donc c'est pour ça qu'elle est toujours en vie. Elle n'a même pas nécessairement vu la complexité du système aux États-Unis. Elle n'a même pas nécessairement épuisé toutes ses voies de recours. Mais en tout cas, voilà. Elle n'a pas été poursuivie pour l'enfant, elle a été poursuivie que pour son mari, parce que l'histoire de l'enfant était trop ancienne et il n'était plus possible de construire un dossier d'accusation solide. Donc ils ont préféré mettre tous leurs efforts sur un seul dossier. Et puis de toute façon, à ce à quoi elle a été condamnée, ça n'aurait rien changé qu'on trouve d'autres victimes dans son sillage. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là et on se retrouve dans une prochaine.